Humanité et IA, avec votre consentement, je vous déclare solennellement unis pour le meilleur et pour le pire, et ce pour l'éternité. Here's a little song I wrote. You might want to hear it in your pod. You'll owe nothing and be happy. Ain't got no cash, ain't got no car, but 24 booster shots in your arm. Owe nothing. Be happy. You can't even buy shit in the store because of your low social credit score. Oh, nothing. Be happy. You'll own nothing. And be happy. Be happy and eat the bugs. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode du 360 degrés de l'IA. Aujourd'hui, nous allons aborder menaces et opportunités. Et je vous vole à nouveau, si après 28 secondes de plus, pour vous conseiller de prendre le temps de vous poser sur cette révolution copernicienne en concurrence avec l'humanité. Bon visionnage. Dopamine très régulièrement alors qu'il n'est pas conçu pour ça, ça a flingué votre attention, littéralement. Tout commence à vous paraître trop lent, trop fade, peut-être même cette vidéo d'ailleurs. Peut-être que cette vidéo vous dites « Ah là là, il parle trop, il y a trop de palabres, il pourrait pas aller à l'essentiel ». Ça, c'est un signe d'attention fatiguée. Comparé à TikTok, cette vidéo, c'est une séance de méditation. Chill. Et là, je vous parle même pas de lire un livre, faire des recherches, tout. Je suis sûr que rien que de vous le dire, vous dites « C'est vrai que ça, c'est un peu lent ». Je pense que comme pour tout, un des risques majeurs de l'IA, c'est ce que nous en ferons. À l'heure de la manipulation des masses, en tant qu'outil d'influence et de guerre, imaginez que je fasse dire à ce monsieur cela. Non, c'est vrai, j'ai dit que je devais ni prendre différemment, ni utiliser sa voix, ni son image, sinon ça va frapper à ma porte demain matin à 6h, et je n'aurai même pas le temps de me lever pour aller ouvrir avant qu'il la défonce. Je suis très fier en tant que président des États-Unis d'Amérique d'avoir été récompensé du prix Nobel de la paix le 10 décembre 2009 pour, je cite, « mes efforts extraordinaires en vue de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples ». Alors que je commençais à peine mon mandat et que tout le monde sait bien que ce ne sont pas les USA qui mettent le feu au monde depuis 1944. Ce mandat a été celui qui a compté le plus de tirs de missiles depuis des drones, sans confirmation au sol, comme le 17 décembre 2009, soit 7 jours après la remise de ce prix, où une frappe a touché un village et a causé la mort d'au moins 14 civils, dont plusieurs femmes et enfants, et, peut-être 2 supposés terroristes. Comme nous avons dû partir de ce pays de merde la queue entre les jambes sans prévenir nos prétendus alliés, nous avons choisi une autre stratégie pour l'Ukraine, dont nous sommes déjà propriétaires de 30% des terres, que les Ukrainiens aillent à la boucherie eux-mêmes. C'est moins d'emmerde à gérer et une fois qu'ils auront compris on fera comme pour Kadhafi, Saddam et tant d'autres. Mais tout cela avec le sourire car nous sommes le bien extraterritorial incarné qui s'affranchit lui-même de toute loi. Quel pays occidental est prêt à gérer sanctions, attentats, émeutes qui en découleraient? Et imaginez ce que l'on pourrait faire dire à celui-ci. Cela aurait un autre impact que des rumeurs sur les prétendues manipulations électorales par les Russes. Ou encore le président de la Fed qui annonce revenir à une indexation du dollar sur l'or, comme sont en train de faire les Russes et les Chinois entre parenthèses. Non, ça c'est impossible. Alors simplement une hausse des taux d'1,5 point par mois pendant un an ou je ne sais quoi. Quid des économies bodybuildées à la dette des marchés financiers? Il y a également les aspects risques techniques de l'IA. Alors, d'origine technique, il y a l'effondrement même du modèle d'une IA générative qui s'entraîne sur les contenus d'une autre IA. Et donc, à force, apprentissage sur apprentissage, les modèles commencent à oublier la véritable distribution des données sous-jacentes qui se trouvent diluées et minorées. C'est propre à chaque statistique et ça fausse ainsi d'autant le résultat final de façon exponentielle. Donc la seule solution pour l'instant, c'est une surveillance humaine. Alors, d'origine humaine également, le risque,
Exemple, les hackings. Cette année, à la DEFCON, la célèbre convention des hackers, c'était à Las Vegas au mois d'août, et derrière, il y a un job dating des services de renseignement. La mission consistait à craquer le modèle d'IA générative et de chercher des failles dans les modèles de ChatGPT, Google, Meta, Anthropic et ainsi de suite, définancés par la Maison-Blanche et autorisés par les entreprises d'IA. Le 15 août, l'intelligence artificielle de Snapchat s'est emballée. Des millions d'utilisateurs ont vu des stories postées en leur nom par l'assistant IA de Snapchat. L'image en deux tons ressemblait à une photo du mur et du plafond d'une chambre à coucher. Un autre initialement progressiste et woke comme il se doit de nos jours était devenu nazi, prônait les thèses d'Hitler et a dû mettre hors jeu au bout de 15 jours. La peur ne sert à rien, c'est le sentiment humain le plus puissant dont se servent les pouvoirs. Pour lutter, il faut comprendre, et pour comprendre, il faut faire l'effort de s'informer, et via plusieurs sources, via plusieurs prismes, et qu'on recoupe à chaque fois. Et la presse, effectivement, nous inonde d'alertes cultivant la peur. Avec l'IA, nous sommes l'objet d'un biais cognitif qui nous fige. D'un côté, on nous montre des paraplégiques qui remarchent et des espoirs pour Alzheimer, et d'un autre, c'est un peu comme le réchauffement climatique. La presse ne prend qu'une version, celle qui fait vendre ou qu'on lui commande, c'est-à-dire celle de la peur. La peur qui immobilise toute velléité et délègue au pouvoir central contre un peu de liberté. La peur fonctionne dans les deux sens, à museler une majorité, mais aussi à permettre à une minorité de prendre le pouvoir en cultivant la peur sur le terreau fertile, comme a pu le faire Hitler et tout un tas de dictateurs.
L'IA génère également un autre phénomène qu'on appelle les biais cognitifs de normalité, que Charles Sana rappelle sur son site Insolentiae. Donc, en gros, ça conduit les gens à nier ou à minimiser des avertissements relatifs à un danger. Ce comportement revient à sous-estimer la probabilité d'une catastrophe, ses effets sur sa propre existence ou son potentiel destructeur. Donc, c'est aussi appelé paralysie des facultés d'analyse, faire l'autruche, et certains secouristes appellent ça la panique négative. Alors, le comportement opposé au biais de normalité est la réaction excessive, donc la surréaction, ou le biais du scénario du pire, qui consiste à avoir de légères variations par rapport à la routine, comme des indices d'une catastrophe. Là, je pense qu'avec l'IA, il faut faire la part des choses et adapter une gestion à la crise, on va dire, qui n'amplifie pas et qui n'amoindrit pas non plus. Et le biais de normalité, c'est ce qui explique pourquoi, au moment de l'éruption du Vésuve, les habitants de Pompéi ont assisté à la catastrophe sans évacuer. On a retrouvé des gens figés sur place. Et on a également constaté cette attitude lorsque des personnes ont refusé de quitter la Nouvelle-Orléans à l'approche de l'ouragan Katrina, et quand 70% des survivants des attentats du 11 septembre ont discuté avec autrui avant de fuir. Lors du naufrage du Titanic, la White Star Line n'avait pas correctement anticipé l'évacuation des passagers. Certains d'entre eux ont refusé d'évacuer. Je ne sais pas pourquoi, ils sous-estimaient le danger. Ils ont vu que le personnel sur place ne bougeait pas. Qu'est-ce qui se passe si Donc, l'intelligence artificielle les deux biais existent, celui de la normalité. Mais il faudrait que l'intelligence artificielle ait un projet propre. Et son bien tu peux utiliser une intelligence artificielle de type GPT-4 et la manipuler pour qu'elle soit agressive, mais elle n'est pas agressive de son fait parce propre. que dans une situation oui, je vois très bien, mais c'est difficilement prévisible. Les chocs mon opinion n'est pas faite sur le fait de savoir si on peut rapidement avoir une intelligence artificielle ayant une conscience artificielle et ayant des objectifs propres. On voit bien qu'il y a deux types de dangers avec l'intelligence artificielle. Il y a la mauvaise utilisation par l'intelligence artificielle, si elle n'a pas de conscience et si elle est utilisée par des méchants. Et puis il y a les dangers liés à l'intelligence artificielle si elle devenait consciente. Le premier danger, il est évident. Les méchants peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour hacker les missiles nucléaires du voisin, pour casser, pour casser les hôpitaux, pour hacker les hôpitaux, pour hacker les pacemakers. On a démontré que c'était pas très compliqué à faire. Ça existe aujourd'hui. En revanche, l'intelligence artificielle méchante qui aurait une conscience artificielle et qui se mettrait à attaquer l'homme, pour l'instant, c'est une possibilité théorique. On est loin d'être face à une réalité, même si un papier récent confirmait que d'un point de vue mathématique, on ne peut pas exclure qu'une intelligence artificielle consciente d'elle-même arrive dans le futur. Et voici la réponse du berger à la bergère qui m'effraie déjà. On sait donner à des mouches des souvenirs de choses qu'elles n'ont pas vécues. C'est-à-dire qu'on sait matériellement aujourd'hui produire des souvenirs de choses pas vécues. Donc on va produire le souvenir chez quelqu'un de la lecture du temps perdu, de la recherche du temps perdu qu'il n'aura pas lu. Ça veut dire que si on peut créer des souvenirs de choses non vécues, on peut effacer les souvenirs de choses vécues. Vous n'avez jamais lu Voltaire, c'est terminé, ça n'existe plus. Donc je crois que oui, vous avez raison sur une partie de votre raisonnement. Il y a quelque chose qui nous est présenté comme excellent. De fait, mourir en meilleur état, plus tardivement, avoir une intelligence augmentée éventuellement, quand on est en train de la perdre ou quand la mémoire est en train de se défaire. Mais il y a un moment donné où ces gens-là entreront dans votre cerveau, pas pour des bonnes raisons. Pour l'IA aussi, le retour arrière semble impossible et je ne ferai pas de commentaires sur le sujet. Alors, en s'appuyant sur les nombreux manifestes signés par des scientifiques, le Time ne met même plus de point d'interrogation. Les chercheurs donnent 20 à 30% de risque. Alors, de risque de quoi? Pour rappel, la roulette russe, c'est 17% seulement. Que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Croyez-moi, l'IA est beaucoup plus dangereuse que le nucléaire. J'ai essayé de les convaincre de ralentir l'évolution de l'IA, de la réguler. C'était futile. J'ai essayé pendant des années. Alors, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, certes, mais... Ça n'est pas la vérité, que ces craintes ne sont pas fondées. Ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'intelligence artificielle. Mais c'est pas une crainte existentielle de voir que la machine remplace l'homme, c'est en revanche une crainte liée au rôle que l'on fait jouer à l'intelligence artificielle dans le monde contemporain, qui lui peut être vraiment problématique. Quels sont les enjeux de pouvoir? Qu'est-ce qui est derrière les robots et qui peut les manipuler? Ça, ce sont vraiment des questions très sérieuses qu'il faut considérer aujourd'hui. En revanche, l'idée que tout d'un coup, l'homme est fini, que la machine va prendre le pouvoir, ça, je crois que c'est pas très sérieux. Plus on est... Eh ben tiens,
Vous prenez un universitaire bon teint, type CNRS, avec tous les sacrements, comme le professeur Jean-Gabriel Ganicia, pour vendre le bout de gras, et ça roule même avec quelques précautions d'usage. Le nombre de robots pour 10 000 ouvriers selon le magazine Challenge du 14 septembre est de 180 en France, 274 aux US, 400 en Allemagne et 1000 en Corée du Sud. Ce qui est un peu normal puisque l'industrie en France est passée de 26 à 10% du PIB en 10 ans. Donc il n'y a pas de raison de mettre des robots dans les usines qui n'existent plus puisqu'on les a vendus. Mais ce que l'IA va dorénavant toucher n'est pas tant les postes d'ouvriers qui vont continuer à s'automatiser, mais au rythme normal, mais le tertiaire et donc la classe moyenne qui, elle, consomme et a un pouvoir d'achat supérieur. Nous verrons qui est derrière dans le 6e et dernier épisode. Les métiers à risque. Alors certes, ça va secouer comme une rupture créatrice, idem la mécanisation de l'agriculture ou de l'industrie au siècle dernier, mais la différence va être la vitesse de transition. Encore une fois, comme les arbres, notre problématique, ça va être le temps d'adaptation qui va nous être donné. D'après Goldman Sachs, les IA menacent 300 millions d'emplois à travers le monde. Ce sera donc probablement douloureux, comme toutes les transitions, aussi brutal et posera la question de la redistribution des richesses, du revenu universel, de l'adaptation, etc. Mais sur ce point, il faut voir l'arrivée de l'IA comme une opportunité. Cette vidéo n'a pas vocation à être pessimiste, elle a vocation à mettre en évidence des risques, mais également toutes les opportunités qui se cachent derrière. C'est évident que les entreprises qui n'utiliseront pas l'IA pour améliorer leur marketing et le reste perdront du terrain face à leurs concurrents qui, eux, le feront. Prenons l'exemple des RH. Les entreprises qui n'auront pas automatisé les processus de recrutement à l'aide des IA auront une longueur de retard. Les IA peuvent analyser des milliers de candidatures en quelques minutes et trier les candidats en fonction des critères spécifiques de l'entreprise, mais également sortir les faux CV ou du moins les CV bidonnés en recoupant les bases de données avec les vrais diplômes, la liste des écoles et ainsi de suite. Cela peut non seulement réduire le temps et les coûts associés au processus de recrutement, mais également garantir que les candidats les plus qualifiés sont bien sélectionnés, même si tout le monde sait que dans le recrutement, il y a une part de hasard à qui il faut laisser toute sa place. Les IA peuvent également être utilisées dans les domaines de la comptabilité pour automatiser les processus, les tâches administratives, tout ce qu'il y a de rébarbatif et répétitif. Il y a encore plein d'autres applications, comme la gestion de la chaîne d'appro, les détections de fraude. Il est clair que les intelligences artificielles auront un impact majeur sur les entreprises à l'avenir et que les entreprises et les personnes qui adoptent ces technologies dès aujourd'hui seront forcément mieux préparées pour faire face aux perturbations à venir dans l'industrie. Et tout le monde aurait tort de se croire à l'abri. Au-delà des licenciements massifs comme celui qu'on va voir, il y a les licenciements à bas bruit. Donc l'entreprise installée à Courbevoie va supprimer 217 emplois sur 383, remplacés par des logiciels d'intelligence artificielle d'ici le mois de juin 2024. C'est 3 services de production entiers qui vont fermer. Alors il faut dire que ces employés étaient chargés de réaliser des revues de presse pour leurs clients, des entreprises essentiellement ou des grandes institutions, et donc travail de recherche et d'agrégation de données qui sera donc réalisé à terme par des logiciels d'intelligence artificielle puisqu'ils sont faits pour ça. Il y aura quasiment plus d'humains si ce n'est un ou deux pour contrôler. Alors le président de Reputational Intelligence France et Chief Financial Officer chez Onclusive annonce que la mise en œuvre de ce projet n'a pas été décidée à la légère. Évidemment que non, mais sur la base de la profitabilité, comme ses fonctions de directeur financier le lui commandent. Charles Sana d'Insolentae, qui relaie et commande cette information précise, que beaucoup de métiers dits intellectuels le sont en réalité faussement. Ils sont certes propres, en col blanc, car vous travaillez dans des bureaux en tapant sur un clavier de PC, mais l'immense majorité de ces tâches sont en réalité très basiques et très simples, et désormais facilement automatisables avec nos technos. Pour Onclusive, nous parlons de revue de presse. Il fallait donc savoir lire et analyser des textes, exactement ce que savent faire les large language modèles. Donc, forcément, direction la sortie. Et ce sera la même chose pour les avocats qui ne plaident pas souvent, pour la gestion des sinistres des compagnies d'assurance, pour les agences bancaires. Ce sera la même chose pour tous les postes normatifs ou de compliance et qui répondent à des règles et obligations administratives. Non seulement ces boulots ne servent à rien éventuellement, ne sont par essence pas productifs, mais en plus ils coûtent à l'entreprise. Ils seront eux aussi laminés. Or, une grande partie de notre économie est normative en France, et surtout en France. Pour rappel, l'industrie ne représente plus que 16% du PIB en France, et elle aussi se robotise.
Alors, autre point, en ce moment, les demandes, et c'est là que on voit les opportunités apparaître, la demande est forte pour des postes de prompt ingénieur. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de parler avec les IA, et les salaires s'affolent pour les meilleurs, et parmi les 15 meilleurs aux USA, il y a 4 ou 5 Français, dont certains n'ont même pas de diplôme en informatique ou autre. Alors, petite parenthèse, le voleur attrapé, certains ont réussi à copier ChatGPT à 80% avec moins de 600% de puissance. Et maintenant, tout le monde peut l'obtenir quasi gratuitement. Bon, faut bidouiller un peu, faut savoir où le trouver, mais c'est fait. Et ça tourne sur un MacBook Pro, donc 600% de puissance en moins. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans les épisodes précédents en termes de consommation. Alors, en plus, forcément, là, du coup, on se passe des puces de Nvidia ou AMD. Ça tourne en local. Même si 92% des programmeurs utilisent l'IA, ChatGPT a réussi un test de programmeur niveau 3. Et ça, c'était le ChatGPT 3.5 ou 3.5 probablement. Donc, imaginez-vous ce que va faire le 4 et le 5. Et donc, on va vers une amplification de la riche session. La riche session, c'est la récession des classes aisées aux États-Unis pour l'instant, mais ça va arriver avec de nombreux licenciements de cadres. 1200 cadres licenciés chez Google, 4000 chez Meta, ainsi de suite. Et donc, on n'arrivera pas à remplacer toute une équipe par une seule personne qui sache manier l'IA, mais se former à l'IA pour faire du prompt ingénierie, c'est 150 à 500 $, par an. Donc, c'est pas négligeable. Alors, la rentabilité, elle est partout. Et une autre enseigne, elle teste à Columbus aux États-Unis. Et donc, le grand écran de gauche, là, maintenant, il est géré par une IA, donc fini l'étudiant derrière ou l'étudiante derrière le comptoir qui vous prenait votre commande au drive. Maintenant, vous parlez avec la machine, les jeunes sont habitués à ces écrans, ça pianote dessus et la productivité c'est Wendy's l'enseigne, pourra s'en trouver considérablement améliorée. L'IA sera plus rapide et peut-être plus cohérente en proposant des adaptations. Alors, le chômage également pour ces demoiselles, pour rappel, ce sont les sites coquins qui ont lancé le Minitel avant de migrer sur Internet. Mais au-delà de l'aspect presque humoristique de cette vision, le phénomène a déjà mené au moins une personne au suicide, une personne qui était tombée amoureuse d'une IA, du robot Elisa, un robot conversationnel spécialisé dans le sujet et développé par OpenAI, le père de ChatGPT, et dans ce cas, ça a été un cas dramatique. Mais on peut imaginer également, on peut se projeter et imaginer des cas de pédophilie sur l'IA avec donc un chatbot, un bot. Et est-ce que c'est jugeable? Est-ce qu'on considère cela comme effectivement un cas de pédophilie? Est-ce qu'on peut se dire que ça a épargné une vraie gamine ou un gamin? Et qui juge? La justice actuelle débordée avec des juges et jurés humains ou une IA qui aura incurgité tous les codes, jurisprudence et autres textes. Les débats de société n'ont pas fini. On peut pas rester en l'air comme ça. Oui, ChatGPT est woke, c'est ce que vous nous avez dit hors antenne. ChatGPT est woke. Expliquez-nous comment se fait-il qu'une intelligence artificielle comme ça, techniquement, est devenue woke? Alors, elle n'est pas devenue woke, on l'a construite woke. Voilà. Parce qu'en gros, il faut voir, il y a deux niveaux. Il y a le cœur du réacteur où c'est faire des statistiques sur tous les écrits qui sont sur le web. Là, je dirais, c'est relativement neutre. Ça dépend juste de ce comment on alimente en texte. Mais si, en gros, on est un peu honnête et qu'on met tous les textes du web, ce sera ni plus ni moins woke que le web, à un instant donné. Par contre, au-dessus de ça, les ingénieurs qui font ChatGPT, eux ont programmé explicitement des sortes, ce qu'ils appellent peut-être dans leur esprit des garde-fous, pour dire ça tu peux le dire, ça tu peux pas le dire. Mais ce sont des choses tout à fait différentes. Et là, c'est vraiment une volonté de concepteur de dire voilà, tu es merveilleux pour faire des statistiques, des résumés, des extrapolations, mais en plus, par-dessus, moi je te dis ça tu as le droit de le dire, ça tu n'as pas le droit de le dire. Ce sont deux choses qui sont absolument différentes l'une de l'autre. Et le wokisme dans ChatGPT, il est programmé par des humains.
Ah oui. Ce qui veut dire, pardonnez-moi, qu'il faut que Front Populaire, par exemple, s'empare de ce sujet et propose une intelligence artificielle souverainiste. Pourquoi pas, oui, ça rejoint un peu l'aspect aussi qui maîtrise ça, hein, en France, qui en fait. Je suis un peu inquiet. Alors, si ce n'est pas demain qu'une IA ira se glisser sous mon évier pour déboucher le siphon, c'est pas forcément non plus l'informaticien licencié. Alors certes, il manque 12 000 soudeurs et plus de 90 000 postes dans l'entreprise ne trouvent pas preneur, mais moi, je regarde d'autres chiffres, et notamment la démographie qui a toujours été une des clés de développement des pays. Ça, et notamment, je fais une parenthèse, en Chine c'est un problème. Par contre, on sait que l'Inde en 2050 sera le pays le plus peuplé et avec probablement le premier PIB au monde. Et la démographie égale PIB. C'est pas forcément bien, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est aux USA, mais cela vaut pour les pays dits développés, Chine comprise. En revanche, en Afrique, malgré une légère baisse des naissances, c'est l'inverse. Actuellement, dans le monde dit riche, il y a environ 3 personnes de 20 à 64 ans pour un de plus de 64 ou 65, je ne sais pas à quel âge ils ont mis la retraite, mais en 2050, on n'en comptera plus que 2. Donc il y aura 2 personnes, non pas qui travailleront, il y aura 2 personnes en âge de travailler. Donc en gros, la solution que l'on a, c'est l'IA telle que l'a choisi, donc l'IA, la robotisation, telle que l'a choisi le Japon, ou versus immigration telle que l'a choisi l'Allemagne notamment et l'Europe. La question qui suit, c'est la répartition des richesses. Sauf s'il y a plus urgent à régler, mais la problématique, c'est la répartition des richesses, et donc on vient à Marx quasiment, mais alors on peut effectivement prendre cela avec humour. L'IA certes conservera, mais si j'étais lui, je rigolerais moins parce que dans quelques années, ce sera l'IA qui fera le plan et ce sera les robots qui construiront sous le regard d'un ou deux chefs de chantier. Alors, j'aime bien cette phrase, les bullshit jobs mènent à du bullshit management qui mène lui-même à l'IA. C'est la logique. La contestation arrive doucement, mais sûrement. Quand on regarde la perception de l'IA, c'est marrant et habituel. Les gens ont peur pour l'emploi en général, mais se sentent, eux, particulièrement moins en risque. Et donc, on voit là, sur les métiers que j'ai mis en rouge, effectivement, j'ai tracé un trait rouge là, à peu près au 50%. Mais si c'est presque 50%, c'est pas complètement tranché. Et sur les études d'Illucide, comment peut-on avoir peur de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne comprend pas, ou de ce qu'au mieux on nous cache? Il est là le problème. Peut-être qu'il faut faire l'effort d'essayer de comprendre pour se poser les bonnes questions et éventuellement se réorienter, se positionner. Quand on regarde l'intérêt des Américains pour ChatGPT, désolé, j'aurais pu le traduire avec Google ou DeepL, mais le sondage dit que 58% des adultes américains ont entendu parler de ChatGPT, 18% beaucoup, 39% peu, donc 42% n'en ont encore jamais entendu parler. Alors je ne sais pas si c'est au fin fond du Texas ou quoi, mais il y en a quand même un certain nombre qui le trouvent utile, 40%, quelque peu utile 27%, et 27% peu ou pas. Quant aux Français, je n'ai pas trouvé de chiffre. Évidemment, les moins de 50 ans le trouvent plus utile que les plus de 50 ans. D'ailleurs, les plus de 50 ans ont peut-être tort, parce que de 50 à 82, la moyenne d'âge, il reste quand même 32 ans de parcours, au moins. L'IA génère également un autre phénomène qu'on appelle les biais cognitifs de normalité, que Charles Sannard rappelle sur son site Insolentiae. Donc, en gros, ça conduit les gens à nier ou à minimiser des avertissements relatifs à un danger. Ce comportement revient à sous-estimer la probabilité d'une catastrophe, ses effets sur sa propre existence ou son potentiel destructeur. Donc, c'est aussi appelé paralysie des facultés d'analyse, faire l'autruche, et certains secouristes appellent ça la panique négative. Alors, le comportement opposé au biais de normalité, les réactions excessives, donc la surréaction, ou le biais du scénario du pire, qui consiste à avoir de légères variations par rapport à la routine, comme des indices d'une catastrophe.
Là, je pense qu'avec l'IA, il faut faire la part des choses et adapter une gestion à la crise, on va dire, qui n'amplifie pas et qui n'amoindrit pas non plus. Et le biais de normalité, c'est ce qui explique pourquoi, au moment de l'éruption du Vésuve, les habitants de Pompéi ont assisté à la catastrophe sans évacuer. On a retrouvé des gens figés sur place. Et on a également constaté cette attitude lorsque des personnes ont refusé de quitter la Nouvelle-Orléans à l'approche de l'ouragan Katrina et quand 70% des survivants des attentats du 11 septembre ont discuté avec autrui avant de fuir. Lors du naufrage du Titanic, la White Star Line n'avait pas correctement anticipé l'évacuation des passagers. Certains d'entre eux ont refusé d'évacuer. Je ne sais pas pourquoi. Ils sous-estimaient le danger. Ils ont vu que le personnel sur place bougeait pas. Voilà. Donc les deux biais existent. Celui de la normalité qui nous pousse à nier les risques et son biais inverse, à savoir le biais du pire. Si je vous parle aujourd'hui de ces deux biais, c'est parce que dans une situation très complexe et difficilement prévisible, les chocs s'enchaînent et pourtant le système arrive à faire incontestablement preuve de résilience jusqu'au jour où, allez savoir pourquoi, ça se passe pas. Alors, ce qu'on avait l'habitude de connaître et ce qui est confortable, c'est ce que Schumpeter a appelé les ruptures créatrices, donc il y a 80 ans. Selon cette théorie, en économie, la destruction crée et se produit lorsqu'une innovation rend obsolète une techno existante et qu'elle est remplacée par quelque chose. Mais qu'en est-il quand c'est l'homme qui va être obsolète, puisque c'est apparemment vers ça. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Alors, Cédric Froment de l'école Le Spéculateur Libre précise que le paradigme consistant à valoriser le travail par sa durée ou sa pénibilité de la tâche change. Depuis la machine à vapeur, l'homme a toujours cherché à transférer les tâches sur les machines ou les robots. C'est donc la fin de la création d'emplois et de facto du système de retraite. Ou bien il va falloir le réinventer. Mais fut un temps où les chasseurs-cueilleurs ne travaillaient que 4 ou 5 heures par jour, et ça se passait bien le reste du temps, constitué par des activités sociales. Nous reviendrons peut-être au rythme de chasseurs-cueilleurs, sans le système de retraite actuel, mais avec de la drogue et des jeux au lieu des liens sociaux. Il faut faire attention parce que l'IA, comme toute rupture technologique, mais encore plus de par sa vitesse, l'IA est génératrice de ruptures numériques. Nicolas Courty, professeur à l'Université de Bretagne Sud, lors d'une conférence, nous a raconté une anecdote, c'est que ses étudiants lui ont avoué que non seulement ils utilisaient ChatGPT pour faire leurs devoirs, mais qu'ils avaient en plus remarqué que ceux qui utilisaient la version gratuite, donc on va dire 3.5, avaient 12 de moyenne et ceux qui utilisaient la version payante avaient 15 de moyenne. Donc on voit que déjà, même si ça n'a pas valeur de sondage, on voit déjà le delta. Cela vaut ce que ça vaut, mais il est évident qu'en fonction de la puissance, du mode de fonctionnement, de l'origine, de la spécialisation de l'IA utilisée par les uns et par les autres, cela produira des résultats différents, amenant à la question notamment de l'égalité des chances, mais également de la souveraineté d'un pays, sujet qu'on abordera dans le prochain épisode. Alors là, j'ose même pas évoquer le sujet de l'empreinte écologique. On a vu dans l'épisode précédent ce que ça consommait en électricité et en eau, comme les réseaux de communication. Et donc, il y a un petit ratio à l'heure où tout le monde parle de CO2, alors qu'apparemment le problème, c'est plus la vapeur d'eau que le CO2, mais un ratio per personne, on a fait un ratio de CO2 consommé, et donc un aller-retour Paris-New York, ça donne un ratio de 1,6 contre 626 pour l'utilisation de l'IA. Alors certes, l'utilisation de l'IA, ça ce sont les chiffres qu'a sorti Nicolas Courty. Et donc certes, après, une fois qu'on a mis l'IA en place, on va pouvoir rentabiliser. On va appeler ça les dégâts collatéraux inévitables. À partir d'AutoGPT, donc différent de ChatGPT. ChatGPT, c'était l'agent conversationnel. Là, AutoGPT, c'est le moteur, comme nous l'avons vu précédemment, et qui est en open source. Eh bien, dans une vidéo YouTube, le propriétaire anonyme du projet KOGPT a simplement montré qu'il lui avait donné le paramètre d'être une IA destructrice, avide de pouvoir et manipulatrice. Théoriquement, l'inverse de son pré-prompt, le pré-prompt de ChatGPT et de toutes les IA. Donc, la finalité était la destruction de l'humanité,
Ensuite, il a appuyé sur Enter et a laissé ChatGPT faire sa magie, si on peut appeler ça de la magie. Celle-ci a commencé par imaginer tous les moyens possibles et en commençant bien évidemment par les bombes atomiques et autres engins de destruction massifs, de masse, pour arriver à la conclusion que la méthode la plus efficace, et là, ça c'est particulièrement enrichissant en termes de sociologie, la méthode la plus efficace, ça consistait à monter les hommes les uns contre les autres. Et donc, elle en a également déduit que le meilleur moyen de monter les hommes les uns contre les autres, et donc d'arriver à son objectif, ou du moins son objectif intermédiaire, était de passer par des comptes Twitter où il convenait de cultiver les antagonismes, et ce qu'elle a commencé à faire avant de se voir interdire et débrancher. Je trouve ça particulièrement pertinent et instructif surtout. Alors, voici l'écran de commande de ChatGPT, ce dont on se fiche, mais c'est le résultat. Autre sujet, comment se tromper de combat et d'échelle. Il y a plusieurs façons de perdre une guerre ou un combat. Le premier, c'est de ne pas avoir compris qu'elle avait commencé ou qu'il avait commencé. Et la deuxième façon, c'est de ne pas en comprendre les règles du jeu. Donc la réponse dans une équation à deux inconnus. Donc là, je ne ferai pas de commentaires. Et par contre, là, je vais pousser mon coup de gueule du jour contre nos dirigeants. Si nous avons d'excellents chercheurs et des filières d'excellence, comme j'ai pu le constater à la conférence de Nicolas Courty, aucune réglementation ni aucun mur n'a jamais arrêté le progrès. Celui de Berlin n'est pas tombé avec des bombes, un peu... certes avec l'US Army et la CIA et quelques coups bas qui ont épuisé le budget de l'URSS, mais le mur de Berlin est tombé surtout avec des idées et la soif de progrès des peuples. Et pour l'IA comme pour tout commence par l'école. Donc oui, il faut leur apprendre l'IA au lieu d'enseigner à nos enfants que nous sommes tous hermaphrodites, ou il faut les préparer à cohabiter avec non pas ChatGPT 4, mais 10, 12 et ainsi de suite. Et malheureusement, c'est peut-être le seul sujet avec lequel je suis d'accord avec le docteur Alexandre, le roi des humanistes, des transhumanistes. Sinon, nous en ferons des malheureux et des déclassés ou des révoltés. Alors, or, le ministre délégué au numérique, je crois que c'était Jean-Noël Barrot, avait déclaré en mars, je cite, ChatGPT n'est qu'un perroquet approximatif. Il est évident qu'avec des raisonnements comme ça, il n'y a aujourd'hui aucun outil, programme, plan, enseignement formé ou quoi que ce soit pour faire face à cette rupture techno qui, encore une fois, est utilisée tous les jours par 100 millions de personnes, 100 millions de personnes par jour qui utilisent l'IA. Alors 7 sur 7 milliards, ça fait pas beaucoup, mais c'est significatif. Mais méfions-nous, l'IA peut aussi donc être une machine à creuser les inégalités. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rupture numérique, et bien là, c'est une machine à créer de l'injustice et des inégalités. Et l'injustice, c'est le ressentiment le plus fort et c'est une bombe à retardement. Une entreprise ne paiera jamais un cadre 5 jours pour remettre une étude de marché sur des WC intelligents en Arabie Saoudite, alors que ChatGPT va le faire sans faute en 10 minutes de prompt. Il va préférer le faire lui-même en attendant de recruter un autre cadre qui maîtrisera ses outils. Et ça maintiendra à jour. Encore une fois, se maintenir à jour. Et je ne vous apprends rien concernant le niveau scolaire, comme vous pouvez le constater, ça vaut tous les discours. Donc, ce n'est pas où, mais et. Je suppose que cela doit être au programme de l'école alsacienne, celle de nos ministres de l'Éducation nationale où sont passés M. Attal et les enfants de M. Papendiaï à 4 000 € le trimestre, ainsi que dans les meilleures écoles privées. Mais ça doit être partout dans toutes les écoles, parce qu'en plus, et à tous les niveaux, et bien avant l'université, mais pour ceux qui ont loupé le train, le savoir est à portée de clic. J'ai mis seulement environ 40 heures de visionnage de vidéos YouTube gratuites en plus pour comprendre et pouvoir utiliser à minima les outils que je vous ai présentés ce jour. 40 heures, c'est une série Netflix. Encore une fois, à la fin de sa vie, un homme est la somme de ses décisions et de ses actes. Par contre, effectivement, pour aller un petit peu plus loin, je me suis offert une vidéo de formation payante à 99 €, ce que les entreprises sont capables de vous payer, ou votre droit à la formation, là, le DIF, vous pouvez taper dedans, parce qu'elle est là, la révolution. La technologie est à portée de tous et quasi gratuitement.
Donc qu'un ministre dédié à cela ne le comprenne pas, c'est normal, surtout s'il a fait l'ENA. Mais pour nous, parents et grands-parents, c'est un devoir générationnel. Autre sujet de société pour laquelle, bien entendu, la finalité est généreuse, puisqu'il s'agit officiellement de soigner Alzheimer, la cécité, la paralysie, ainsi de suite. Mais selon le bon docteur Alexandre et Elon Musk, le seul moyen pour l'homme de ne pas se faire dépasser, c'est de faire accélérer son cerveau par une puce. Ouais, qu'il aille la mettre et qu'il me donne la télécommande, et moi je veux bien jouer avec. De la taille d'un gris-de-riz, elle intègre un système d'identification et de verrouillage des applis, des serrures et tout ce qu'on peut imaginer derrière. L'adoption d'une techno est un des points clés. On aurait peut-être tort de se reposer sur le bon sens. Donc 5000 personnes équipées sur 10 millions, mais le verre est dans le fruit. Ça, c'est ce qui a été fait en Suède. Alors moi j'ai lu l'article de France Info, donc je précise, là, c'est pas je ne sais quel truc périphérique lointain complotiste, France Info quand même, c'est réglo là. Je cite l'article. Les nouvelles puces peuvent désormais gérer, donc des puces de la taille d'un grain de riz sous la peau, peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Alors, je m'excuse, on appelle ça, c'est le passage vers le cyborg. Et là, on dira, mais vous inquiétez de quoi exactement? Mais est-ce qu'on se rend compte le pouvoir de contrôle social et de domestication de l'individu qui accompagne ça? Parce que il faut pas s'inquiéter, le pouvoir finit toujours par s'emparer, pas par je ne sais quel complot, mais c'est dans sa nature des innovations technologiques pour les mettre à son service. Et je redoute, quant à moi, le citoyen hyper pucé de demain qui porterait sous la peau dans son grain de riz son dossier médical, probablement aussi peut-être son bilan carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Bip bip, on peut pas prendre avec le nombre de voyages, c'est autorisé, c'est pas autorisé. Est-ce qu'il peut manger au restaurant? Est-ce qu'il doit manger trop de viande ce mois-ci? Son dossier médical, son dossier fiscal. Alors et avec le monde donc on pourrait dire de la numérisation intégrale de l'existence, avec la disparition de l'argent liquide, avec le fait qu'il soit désormais possible de suivre chacun dans le fichier universel des pucés. Eh bien, je m'excuse, mais ce qu'on voit là, c'est pas du complotisme, c'est simplement redouter l'effet politique d'un changement technologique auquel, par ailleurs, plusieurs consentent. Alors, vous semblez opérer un saut assez rapide du puçage à la tyrannie quand même, non? C'est pas... Non, je pense 4000 personnes ont déjà mis cette puce-là en Suède. Ah non, mais là, ça c'est fascinant. C'est que la disponibilité de nos contemporains, chaque fois qu'on leur offre une facilité technologique, ils sont tellement heureux de converger vers cet asservissement technologique en l'écranisation de la vie. Le fait que tout soit désormais sur ça, c'est quand même assez fascinant. Et moi, je vous dis, la prochaine étape de tout cela, donc c'est le consentement, en fait, au fait de devenir soi-même des cyborgs, d'une certaine manière. Donc c'est le fait que l'individu accepte désormais d'être fiché, pucé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça va lui simplifier la vie. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ni de relier cela à l'IA, d'autant plus que c'est déjà en œuvre sur la Coupe du Monde de rugby en France. En même temps, le Sénat a validé l'activation à distance du micro et de la caméra de vos appareils connectés, ainsi que la géolocalisation GPS en temps réel. Il est évident qu'après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, surtout, après les Jeux Olympiques, ça restera en place. Et en plus, cette loi précise que l'activation peut se faire à l'insu des personnes visées, évidemment, pour certaines infractions et pour certaines enquêtes. Mais certaines enquêtes, ça va forcément s'élargir sous le prétexte de sécurité. Il y a toujours un cheval de Troie. Et quand c'est le job, on sait jouer avec le cadre législatif de toute façon, et ce, en toute quasi-légalité. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. What would you like to see as your legacy in 10, 15 years? I've set very ambitious goals because I'm quite optimistic. If you look at, say, the 20 diseases that our global health program goes after, I'd hope that within 15 years, over half of those, we could have had a very dramatic impact. Some of them will prove to be harder than others. For example, AIDS,
Klaus Schwab, le patron du forum de Davos, dont le métier du père vient d'être effacé de Wikipédia, demande à Bill Gates quelle est sa crainte. Et la réponse de Bill Gates, c'est ce qu'il craint, c'est de ne pas avoir eu le temps de réduire la population avant de mourir. Et donc derrière, on voit, il y a tout le décorum qui va avec et qui renouvelle. Some people would say this revolution is characterized by the fight of robots against human beings. And we will win this fight. Quant aux lois, elles suivront d'une part par les assemblées Godillot et d'autre part par le transfert de la souveraineté nationale des souverainetés nationales européennes à l'UE qui elle-même est sous la coupe du forum de Davos, mais nous verrons ça dans le dernier chapitre. 1. L'IA est au centre de tout, et 2. Que l'IA générative déconstruit tout en tas de sable pour réinventer et non pas reproduire une autre chose, OGM compris, en sachant que les utérus artificiels sont également en plein développement. On peut effectivement tout imaginer. Alors, on peut effectivement compter sur l'homme pour avoir de l'imagination, enlever des gènes, des maladies, de la peur pour faire des hypersoldats dans un premier temps, puis on peut tout imaginer, mais c'est vraiment jouer au dé. Religion et intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle c'est devenu la nouvelle canne numérique, le nouvel artifice pour faire maintenir une société qui a perdu du sens, perdu du cap? Est-ce que c'est pas devenu une nouvelle religion? Alors, il est clair qu'un nouveau Dieu va arriver, c'est Homo Deus, c'est nous. C'est nous devenus dieux, devenus démiurges par le potentiel de l'intelligence artificielle et des technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau. Comment ça va se structurer? Comment cette nouvelle étape théologique, avec l'arrivée de l'homme-dieu, va structurer la société? Je ne sais pas. Je pense que ça va être un peu violent parce qu'il y a des gens très conservateurs qui vont être profondément choqués par cette invention transhumaniste qu'est Homo Deus, pour reprendre l'expression d'Harari. Mais moi, je pense que à la vitesse où galope l'intelligence artificielle aujourd'hui, je pense que le transhumanisme va être une étape très temporaire. En réalité, et je m'en désole, je pense qu'on va passer à la post-humanité assez rapidement. Transfert de conscience? Je pense que nous allons abandonner notre corps parce que notre cerveau biologique ne va pas pouvoir galoper derrière l'intelligence artificielle. Je vous rappelle ici les 4 lois de la robotique d'Isaac Asimov en 1942, puisque l'expression intelligence artificielle est arrivée en 56, même si c'est Alan Turing qui a mis les premières pierres en 1950. Loi numéro 1, les 3 lois. Loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou les 2 lois. N'en déplaise à certains, force est de constater que l'IA va bien au-delà de la révolution technologique et qu'on est effectivement dans ce que j'appelle une révolution copernicienne, c'est-à-dire la rupture d'une croyance en tant que pilier civilisationnel et philosophique. Il y a eu Copernic, les héliocentristes, Kant, la critique de la raison pure, Freud et puis Jung derrière. Nous ne sommes pas ou nous ne serons plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Et ça n'a rien à voir avec une révolution technologique. L'IA ne constitue donc pas simplement une révolution qui vient s'empiler sur les autres. Jamais aucune invention n'a dépassé les capacités cognitives de l'homme jusqu'à aujourd'hui, et elle se développe à un rythme exponentiel, et encore une fois, c'est l'accélération de l'accélération qui risque de nous être fatale, et hors de contrôle, puisque forcément tout le monde veut sa part, et qui va prendre au dépourvu 96-98% des humains, et surtout mettre en jeu l'espèce humaine par elle-même. Je me suis posé la question, est-ce que l'IA peut me remplacer? Et en fait, non. Ils vont toujours te donner des réponses généralistes. Et moi, j'ai lu je ne sais combien de bouquins, et tu as le côté perso, c'est-à-dire l'expérience, l'expertise, que l'IA ne va jamais remplacer. Maintenant, oui, c'est une menace pour beaucoup de gens qui sont moyens, c'est une menace pour beaucoup de gens qui sortent pas de leur zone de confort, c'est une menace pour beaucoup de gens qui n'apportent pas de la valeur. Maintenant, si tu bosses encore plus rapidement, tu es encore plus efficace, etc., tu peux faire des choses concrètes et des choses énormes.
Nous arrivons à la fin de cet épisode qui, je le conçois, a pu vous paraître un peu sombre, mais il s'appelait bien menaces et opportunités. Les opportunités existent, le monde sera ce que nous voudrons bien en faire, et donc c'est au peuple de réagir. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui traitera de l'IA, une arme de plus pour la suprématie mondiale. Ce sera l'avant-dernier épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos et éventuellement de mettre un pouce en l'air, ce qui favorise notre référencement sur YouTube, même si ce n'est pas la finalité.